Finalement, merci pour ce dernier entretien. Je crois que c'est le gag de la soirée. Donc moi, je ne communiquerai pas. Je laisse monsieur le maire intervenir. Vous voyez le dévouement de mes adjoints qui vont jusqu'à perdre leur voix. Merci Martine pour tout ce que vous avez fait. Alors, mesdames, messieurs, monsieur le vice-président, cher Jacques, vous connaissez tous le journaliste, le grand publicitaire Jacques Séguéla, un des papes de la communication politique en France et dans le monde, l'homme qui inventa la force tranquille de Mitterrand, qui est aujourd'hui vice-président du groupe Havas. Vous connaissez moins le rebelle endurci, l'optimiste échevelé que nous accueillons ce soir avec plaisir pour qu'il nous présente son dernier ouvrage, sobrement intitulé « Merde à la déprime ». Tout un programme. Cher Jacques, on ignore aussi souvent que vous êtes docteur en pharmacie, suivant ainsi la vocation familiale à laquelle s'étaient consacrés vos parents et grands-parents. C'est bien de cela dont nous avons besoin, d'un médecin. Moi, je suis docteur en droit, mais on soigne moins bien à coup de code pénal qu'avec de la pharmacopée. Alors, docteur, dites-nous justement quels sont vos remèdes. À l'époque où le corps électoral n'était pas encore tout à fait malade, à la fin des années 70, vous lui avez fait une piqûre révolutionnaire de com politique foudroyante. Remède ou poison, cela en tout cas a transformé profondément la manière de faire de la politique en France. La com ne prend pas le coup de l'opinion, c'est un excitant, un outil de tentation, une arme de mobilisation, un acte de visibilité. Autrefois, on disait que la politique était faite de coups bas. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des coups de com', c'est une nouvelle ère. Ajoutons une crise internationale, la mollesse de quelques dirigeants, beaucoup d'idées fumeuses, et nous nous retrouvons dans un joyeux bordel politico-médiatique dans lequel les Français ne comprennent plus rien, mais se rendent bien compte qu'on les plume. La preuve, il y a eu la révolte des pigeons, des poussins, des bonnets rouges. Tout le monde s'inquiète, a le sentiment qu'on lui prend tout. Finalement, les seuls dindes qu'on aura pour Noël, ça pourrait bien être nous. Alors franchement, il y a de quoi déprimer, mon cher docteur. Néanmoins, à Issy-Moulineaux, nous continuons à garder le sourire, car nous avons la conviction que les talents existent, que la volonté de réussir est là, que les entreprises et les collectivités peuvent encore se développer avec une bonne dose d'audace, d'innovation. La sinistrose ici, elle n'existe pas, mais nous voyons aux abords les autres Français palichons, victimes d'une mauvaise grippe hérolandaise, très virulente. Docteur, dites-nous, est-ce un mal contagieux? Est-ce guérissable? Rassurez-nous, à vous de détailler votre prescription. Je vous signale que Jacques l'a déjà fait une fois. Quand il est venu à Issy-Moulineaux, c'était pour soutenir mon adversaire politique. Ça prouve son grand flair. Celui après qu'il avait soutenu, il y a eu Mitterrand, mais autrement, il y a eu Jospin. Donc on est là pour lui dire, tiens, fais pas le malin, parce que tu as quand même quelques cercueils derrière toi. Hein. Mais c'est toujours la reconnaissance que nous devons à Jacques Séguéla quand il s'est installé dans la halle, qu'il a baptisée tout de suite halle Baltard. En fait, c'était une halle Eiffel. Oui. C'est toi qui as raconté qu'elle était Baltard, ça fait rien. Mais si, c'est là que s'est construite la tour Eiffel. Voilà, oui, oui. Eiffel. Et toi, tu avais dit que c'était du Baltard, évidemment. Donc, c'était en fait la société franco-belge qui était une filiale de Gévelot. Oui. Et je pense que c'est le dénommé Fillon, non, qui avait tout amené là-dedans, non? C'était génial, c'était vraiment ceinturé de béton, de plaques en béton. Bon, et il n'y avait que Jacques pour voir qu'on pouvait, de ce taudis où on stockait des barres de fer, de la poussière, qu'on pouvait faire un bureau ultramoderne. Alors, c'est donc lui qui a lancé ça. Et quand Paris, il était rue Bonaparte à l'époque, quand Paris a appris que Séguéla venait à Issy-les-Moulineaux, ça a été un tsunami. Parce que vous n'imaginez pas, personne ne pensait franchir le périphérique. Et là, il a fait d'abord une bonne affaire financière, une affaire emblématique, assez extraordinaire. Et aujourd'hui, alors donc, il a revendu ce truc, il y a eu des intermédiaires, ça a traîné un peu parce que c'était tellement spécifique que c'est dur à vendre. Et il a fini par revendre avec ses RSCG, Roux Séguéla Kazakh Boudard. Et ça a donc été vendu à Yves Rocher, le spécialiste, qui est toujours là. C'est plus compliqué. Il a
il avait rempli la halle, il en avait fait un laboratoire, parce que ça se prêtait bien avec le verre, les tubulures, ça se prêtait bien aux démonstrations à partir de l'herbe. Il travaille sur des trucs nature, et il a une partie du siège à côté, là où était Grenelle, vous voyez, sur la rue Rogelli. Alors le père a donc disparu, on a eu des histoires, parce qu'ils ont construit l'usine d'incinération à côté. Alors les gars de Yves Rocher sont pas drôles. Ils ont prétendu que c'était un préjudice, tu vois, ils ont attaqué. Moi, j'en voulais pas tellement de cette usine d'incinération, mais c'était avant, rappelez-vous, de Renault qui stockait les camions internationaux. Alors donc, on a réussi à obtenir une usine enterrée à 2/3, avec plus de cheminée, avec du bois, avec de la verdure, et donc il restait quand même la halle Séguéla. Alors, on est en train actuellement, d'abord, il y avait l'équipe qui était complètement vermoulue, donc le bâtiment a été démoli, et puis il y avait le Parisien qui n'arrêtait pas de nous emmerder, donc je dis, écoutez, si vous voulez partir, il ne faut pas vous gêner, vous partez. Alors, ils sont partis à Saint-Ouen, ville idéale s'il en est, donc maintenant ils sont là-bas, ça permet surtout de les protéger. Et puis, on a donc lancé l'étude pour les tours. Les tours, alors ça gueule partout, etc. Bon, ben oui, mais les tours, c'est pas si idiot que ça. Donc on a 3 tours qui sont programmées là, avec de très grands architectes. Il y a Viguier, qui est un excellent architecte écologiste. Il y a Arte Charpentier, qui a eu le prix Pritzker. Alors lui, il est mort, mais son fils et l'équipe ont succédé. Et puis la tour du milieu, c'est Libeskind. Libeskind, c'est celui qui fait Ground Zero à New York. C'est quand même un des plus grands architectes du monde. Alors c'est pour ça que je rigolais quand je voyais nos petits écolos qui frétillaient dans tous les coins. Je dis, vous aurez de quoi discuter. Ils ont donc lancé une grande campagne. Ils ont quand même eu 50 signatures. Parce que les gens d'ici sont pas bêtes. Quand vous êtes là, vous gênez personne, il n'y a pas d'habitants. Vous dominez la Seine, vous dominez l'île Saint-Germain, 200 mètres. C'est une belle entrée de ville avec des grands architectes, des tours très réussies. Et la halle Séguéla, qu'est-ce qu'on en fait? On a un musée. Non. Alors d'abord, il y a des promoteurs, ils sont séparés, donc il faut réussir à les coordonner. L'idée a été lancée par le fils du père Claude, tu dois connaître ce restaurant, Ouva Chirac. Ça ferait un beau restaurant. Non, il en ferait la plus grande ferme du monde. Ah bon, Et on démontrait la halle, d'abord on la garde, parce qu'elle est belle quand même, hein, on peut pas... Sur la ville, la moitié de la ville a été détruite pendant les combats de la Commune. Donc ici, c'est le grand monument historique qu'on a restauré. L'idée, c'est donc de faire venir tous les produits de France. Alors ils viendraient vendre leurs trucs, ce serait ouvert 7 jours sur 7. Alors c'est pas con, non? Ça peut vous intéresser d'aller là-bas pour acheter du saucisson, du jambon, des fruits, oui. Voilà, c'est donc l'idée. Alors maintenant on avance, on va avoir le permis de construire, et puis aussitôt après, on va démonter Séguéla. Voilà Jacques, c'est grâce à toi, et on va reparler de toi. Ne t'en va pas avant. Bon, je voulais te dire aussi que tu es génial, que tu es très 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 fort, et nous te remercions sincèrement d'être venu ce soir pour faire plaisir à nos amis. Merci, Bon vent, Jacques. Je ne sais pas pourquoi je suis venu, parce qu'il pouvait faire la conférence à lui tout seul. Je me suis même demandé s'il allait s'arrêter. Mais je suis venu parce que je l'aime. Et puis, c'est vrai que j'ai passé 10 ans de ma vie dans cette belle ville. On lui doit beaucoup. On doit beaucoup à monsieur le maire. Je crois que sans lui, on n'aurait pas réussi. Et je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Chaque fois qu'on lui a demandé quelque chose, il s'est mis en quatre, il a obtenu. C'était toujours des idées complètement farfelues. Il nous a soutenus partout. On était un peu les renégats de la pub. Et il nous a aidés à devenir une vraie grande agence. Donc je l'aime et je lui ai dédicacé Merde à la déprime. Et j'ai pensé que vous seriez content de connaître la dédicace. Il ne la connaît pas encore. À André, le maire de la com. Ne pas jouer sur les mots en commère. Hein. C'est le maire de la com. N'inversez pas les phrases, même si ça ne lui irait pas si mal. Alors, à André, que j'aime, parce qu'il est tout ce que je ne suis pas et que j'aime. Non pas un homme politique, mais la politique fait homme. Voilà, mon cher André. Merci.
Alors, le seul endroit où il ne faut jamais se risquer à faire une conférence, c'est à Issy-les-Moulineaux. Parce que comme il a un talent fou, comme il a l'humour, comme en plus il a la réputation d'être un humoriste, donc les gens rient avant même qu'il parle. Quoi qu'ils disent, des gens se marrent. Bon. Donc c'est terrible, vous passez derrière et fatalement vous prenez un bouillon instantanément. Bon. Mais on va quand même résister. Alors, je lisais Le Monde en venant vous voir. Le Monde. Vous vous rendez compte que, d'abord, on est mardi, il est daté de mercredi 4. Le Monde qui a toujours 24 heures de retard dans ses nouvelles. Et lui, il trouve la bonne idée, en plus, de perdre un jour de plus, parce qu'il se donne le mercredi alors qu'il sort le mardi. C'est-à-dire qu'il a 48 heures de retard sur tout le monde. Bon. Alors je lisais, bon. Inquiets pour leur avenir, les Français posent un regard sombre sur leur pays. La France est en déclin, selon une majorité de personnes interrogées par l'Institut CSA. Comment les Français jugent-ils les institutions? Les partis politiques, 75% négatifs. Les syndicats, 52% négatifs. Le Parlement, 50% négatif. Les médias, 49% négatifs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de positif à dire? Deux choses. L'interdiction de fumer dans les lieux publics. C'est ça la République française. C'est ça la France. C'est ça le pays qui a inventé la Tour Eiffel et la publicité, puisque c'est Charles Havas qui a inventé la publicité. Bon, on est content d'empêcher les autres de fumer. Je ne fume pas, mais enfin, de là à être mesquin au point de les empêcher de fumer, je ne comprends pas. Et de la retraite à 60 ans. Mais merde de pays! La retraite à 60 ans. La vie commence à 60 ans. On n'est pas malade de mettre à la retraite à 60 ans, mais qui veut cette espèce d'imbécilité de retraite à 60 ans? Alors c'est pour ça que j'ai écrit merde à la déprime. Non. Parce que cette déprime, elle est vraie, elle est fausse, elle est vraie. Oui, c'est vrai que ça n'est jamais allé aussi mal, et ce n'est pas que la faute de Hollande, c'est quand même la faute. Heureusement qu'on avait un bon ministre, sinon ça aurait été pire que ça. Mais enfin, les prédécesseurs n'ont pas non plus fait ce qu'il fallait. Mais enfin, Hollande, lui, alors c'est le serial killer, il finit par tout foutre en l'air. Mais les Français, dans le fond, ont la déprime collective et le bonheur personnel. Et on a fait un sondage, il y a quelques mois, en posant deux questions aux Français. Première question, êtes-vous heureux de votre vie? Le moral des ménages est en baisse. Le moral des patrons est en baisse. Le moral des politiques est en baisse. Eh bien, la réponse est oui à 82%. Les Français sont heureux à 82%. Et le sondage a été refait il y a quelques semaines, là, dans le pire de la crise. Et on est retombé sur 82%. Mais deuxième question, pensez-vous que votre voisin est heureux de sa vie? Et là, la réponse est stupéfiante. Non à 72%. Voilà. Ça veut dire que, et ça me rappelle cette histoire de Coluche. Coluche est le long d'une rivière, et dans la rivière, il y a un mec qui se noie et qui crie « Help, help, help !» Et que je lui dis « Mais espèce d'imbécile, au lieu d'apprendre l'anglais, il fallait apprendre à nager. » Ben, histoire qui va plaire à monsieur le maire, il la ressortira. Il la ressortira aux Chinois, non aux Coréens, parce que lui, il est coréen, mais moi aussi, j'aime beaucoup les Coréens. Bon. Le drame, c'est que nous avons perdu le goût, l'envie de rire. Un des premiers sondages qui a été fait par Gallup au siècle dernier, au début du siècle dernier, c'était le rire en France. Parce que les Français étaient réputés très rieurs, avec les chansonniers. Eh bien, en France, on riait 15 minutes par jour. Le sondage a été refait en début de ce siècle-là. On est tombé à 5 minutes par jour. Je crois que demain, on va tomber à 0 minutes. Un pays qui ne rit plus est un pays qui meurt d'ennui. Alors, il faut demander à la pub de le réveiller. Et c'est ce que j'ai fait avec un film qui vient de sortir sur les écrans et qui vous plaira beaucoup, mesdames, et que je dédie à notre ministre du redressement productif, M. Montebourg, car je pense que ça lui correspond tout à fait. On voit le film.
L'homme élégant et soucieux de son confort exige le slip français. On peut applaudir. Voilà, dernier film de notre petite agence fétiche qui s'appelle BETC. Alors oui, la France est à bout de souffle. On est le pays le plus assisté du monde. On est le pays le plus imposé du monde. On est le pays le plus fonctionnalisé du monde. On est le pays le plus déprimé du monde. Et on est le pays le plus administré du monde, avec les 4 strates, etc. Même pire que tout. Il y a un sondage, j'ai beaucoup parlé de sondage, c'est ma nourriture terrestre, a été fait sur 100 pays du monde. Un sondage très sérieux sur plusieurs milliers de personnes. On a posé une dizaine de questions. Une des questions était, si vous ne pouviez pas vivre dans votre pays, quel est le pays où vous rêveriez d'être? 99 pays sur 100 ont répondu la France. Pas le dernier. Le dernier a répondu non, pas moi. Et qui est le dernier? La France. Que vous pouvez croire ça? Le monde entier nous envie notre statut de Français. Le monde entier a envie de vivre dans notre pays. Et nous, on est les seuls qui ronchonnons. On est les plus râleurs du monde. Alors, conséquence, eh ben, nous sommes le pays qui consomme le plus d'anxiolytisme du monde. Un Français sur 4 est sous anxiolytique. Nous sommes le pays, c'est tellement triste à dire, où il y a le plus de suicides du monde. On a même battu le Japon. Et pas plus tard que cette année, il y a 500 désespérés de plus que l'an dernier qui sont jetés sous un train. Se jeter sous un train. Vous vous rendez compte s'il faut être désespéré au point de se jeter sous un train. Et puis c'est la fuite des cerveaux, c'est la fuite des capitaux, c'est la fuite des artistes. Reviens Depardieu, reviens, ne laisse pas, arrête avec tes Russes, on a besoin de toi, viens rigoler avec, il te fera rigoler, viens avec André, bon, on va se faire une bouillabaisse, qu'est-ce que tu fous là-bas avec tes Borges? Bon, non. Et c'est la fuite des fortunes. Qu'est-ce qui nous restera? Et alors, c'est pire que tout, parce que dans le même monde, j'ai vu qu'on avait les résultats du classement, hein, le fameux PISA, le classement PISA des élèves français. La France est à la 25e place. On était il y a 6 ans à la 14e place. Il y a 3 ans à la 18e place. On est tombé à la 25e place. Ça veut dire que non seulement on est en train de devenir un pays de pauvres, avec cette politique stupide qui nous appauvrit tous les jours, mais on va être pauvres d'esprit. Voilà où nous mène la politique de ce pays. C'est à se taper la tête contre les murs. Alors, il faut résister. Et il ne faut surtout pas céder. C'est l'histoire de cet homme qui rentre dans une pharmacie et qui dit à la pharmacienne, « Madame, je voudrais un préservatif. » La pharmacienne lui dit, « Mais monsieur, je vends cet article en boîte par 4. » Et monsieur dit, « Je comprends très bien, mais moi je vous propose un marché. Je vous paye les 10, mais surtout vous ne m'en donnez qu'un. » Alors la pharmacienne, ravie, se dépêche d'aller chercher une boîte de préservatifs. Elle en garde 9 pour son amant. Elle en donne un au monsieur. Elle encaisse le prix des 10. Et au moment de refermer son tour à caisse, elle dit, « Je suis désolé, mais je vais devoir me glisser dans votre vie privée. Pourquoi un seul préservatif ?» Et le monsieur répond à la madame, « Madame, c'est que j'essaye d'arrêter. » Eh bien, nous n'arrêtons jamais. Bon. Sinon, voilà ce qui nous attend. On voit le film. Zazu condoms. Fun, sexy, safe. Voilà. Ben, non, pas de condom. Pourquoi? Parce que la France est une chance. Parce que la France est notre chance. Alors oui, il y a une dépression économique. Eh ben, c'est l'affaire de l'État. C'est surtout l'affaire des entreprises. On ferait mieux de les imposer un peu moins et de les écouter un peu plus. Mais il y a une dépression nerveuse. Et ça, c'est notre affaire. Et il n'y a pas de raison d'être en dépression nerveuse parce qu'il y a une dépression économique. Les pays les plus pauvres du monde sont les pays les plus heureux. On a doublé, en 50 ans,
on a doublé, chacun de nous a doublé sa propre fortune. Non. Et on est 2 fois moins heureux. Donc pourquoi on se fixe comme ça sur l'argent? Et c'est ce qui nous rend nerveux et désespérés. Alors c'est dans nos gènes, parce qu'on est fils de Voltaire. Donc on a l'esprit critique. Et dès que ça coince un peu, on doute. Du doute, on passe à la violence. De la violence, on passe à la révolte. De la révolte, on passe à la révolution. Et j'espère qu'elle viendra. Parce que tant qu'on n'aura pas tout foutu par terre dans ce pays et qu'on ne sera pas reparti à zéro, qu'on n'aura pas changé le modèle français, on restera dans la mer. Donc pourvu que ça arrive le plus tôt possible et qu'on en prenne un bon coup, comme ça s'est passé au Canada, comme ça s'est passé en Irlande, comme ça s'est passé dans tous les pays qui se sont redressés. Mais si on ne touche pas le fond de la piscine, je crois qu'on ne remontera jamais. Puis on est fils de 89, on est fils de 68, on est fils de la Révolution. Donc on a l'esprit libertaire. Dès que ça coince un peu, ça devient l'égoïsme. Et il n'y a pas plus égoïste que ce pays. Bon. Et il n'y a pas plus d'égo d'ailleurs qu'il y en a dans ce pays, ça va ensemble. Et puis on est fils de Jésus. Cette vieille culture judéo-chrétienne qui fait qu'on a le complexe de l'argent. Le complexe d'en avoir quand on en a, on le cache. Et le complexe, alors encore pire quand les autres en ont, que l'on hait. Dans les années 80, quand on était là, ici, là, que j'arrivais avec ma Ferrari, c'était une Rolls à l'époque, j'arrivais avec une Rolls, les gens m'applaudissaient. Aujourd'hui, on leur crève les pneus. On crève les pneus des Ferrari. Mais les enfants, c'est les mêmes. On est pourtant les mêmes Français. C'est les mêmes bagnoles. Elles n'ont pas changé. Mais qu'est-ce qui nous prend? Il nous prend que... Et nous en sommes, nous, les responsables, et moi, l'un des premiers, les communicants, c'est que plus nous avons parlé, plus nous avons communiqué au siècle dernier, moins nous nous sommes parlé. Et nous avons créé un monde de solitude où les gens ne se parlent plus. Alors maintenant, c'est pire que tout, parce que maintenant, quand on se parle, c'est par mail en disant « t'es où ?» T'es où? C'est ça. Aujourd'hui, faire la cour à une fille, c'est pas vous habiter chez vos parents, je vais vous envoyer des roses, c'est « t'es où ?» Vous vous rendez compte comment ça peut se terminer dans un lit? Bon. Bon. Eh bien, c'est ce qu'il nous faut absolument casser, car sinon, nous allons devenir ça. Monsterboard.nl, de internationale carrière-site. Chacun désespère, pas moi. Pas moi. Du doute naît l'évolution. De la dépression naît la remise en cause. Il y a 1001 raisons d'espérer dans cette France qui est la nôtre. Les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes le parachute. Mais prenez pas de parachute, les mecs. Restez dans l'avion. On fait les plus beaux avions du monde en plus. On tape Boeing. On a inventé l'avion, mais pourquoi vous sautez en parachute? Ne vous déballonnez pas, restez là-haut, il y a un trou d'air, mais ça va passer, et on y arrivera tous ensemble. Pourquoi? Parce que vous savez ce que nous faisons de mieux, nous, les petits Français? Nous faisons 820 000 bébés par an. Moi, j'ai fait mon boulot, j'en ai fait 5, 5 enfants de la même femme. Bon. Ça veut dire que dans 30 ans, nous serons le pays le plus peuplé d'Europe. Nous aurons dépassé l'Allemagne. Et le pays le plus peuplé d'Europe sera le premier pays d'Europe. Deuxièmement, quelle sera la langue la plus parlée dans 30 ans? Le chinois? L'espagnol? L'anglais? Pas du tout. Le français. Aujourd'hui, le français est parlé par 3% du monde. C'est pas beaucoup. L'espagnol par 5%, l'anglais par 8%. Mais le continent de demain, dès 2050, c'est plus du tout l'Asie qui sera déjà complètement éclatée, c'est l'Afrique. Aujourd'hui, il y a 1 milliard d'Africains. Dans 30 ans, il y aura 2 milliards d'Africains. Et un peu plus tard, 1 habitant sur 2 de la Terre vivra en Afrique. Or, les Africains,
pour une grande partie, parlent notre langue. Et donc le français sera devenu, dans 30 ans, la langue parlée par 8% du monde, l'anglais sera redescendu à 5%, et l'espagnol sera à 3%. Et le chinois, tu connais bien, le chinois ne sera jamais parlé par personne. Il n'y a pas de chinois, il y a 14 chinois différents. J'ai plusieurs agences en Chine, et quand je vais là-bas, on ne me montre pas une annonce, on montre 14 annonces, parce qu'elles sont non seulement traduites en 14 chinois différents, mais adaptées aux différentes provinces de la Chine. C'est normal, c'est un continent, pas un pays, 1 milliard d'habitants. Donc, nous avons toutes les chances de notre côté de devenir le pays le plus peuplé et le pays dont le reste du monde parle la langue. Pourquoi l'Amérique a réussi? Parce qu'elle a imposé sa langue dans le monde. Et elle a imposé ses produits dans le monde, et elle a imposé ses valeurs dans le monde. Elle a imposé l'American Way of Life. Bon, d'ailleurs, ce matin, j'étais avec le commissaire européen, comment il s'appelle, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères. Barnier. Avec qui j'avais fait la campagne, d'ailleurs, des Jeux Olympiques d'hiver. Pour lui présenter une campagne sur l'Europe, j'ai dit, mais c'est pas possible que j'offre à l'Europe, je trouve lamentable. Dans 6 mois, on va voter l'Europe, et c'est le Front National qui va gagner. Mais mince, il faut se réveiller, c'est pas possible, il faut dire quelque chose, il faut dire que ça existe, l'Europe. Et toute ma campagne, c'est justement l'European Dream. Parce que l'American Dream est en train de se casser la gueule. Ils sont en train de perdre leur hégémonie culturelle, et même leur hégémonie politique, et même leur hégémonie du savoir, parce que nous, on a reculé, mais eux aussi ont reculé. Quels sont aujourd'hui les premiers peuples dans le fameux classement scolaire? Numéro 1, la Corée. Numéro 2, la Chine. Numéro 3, Hong Kong. Numéro 4, Taïwan. Numéro 5, le Japon. Et l'Amérique, qui était dans le 12e, et nous, on est 25e. C'est pour ça qu'il faut se réveiller. Et puis, nous avons été le pays qui a inventé le XXe siècle. On a inventé la machine à vapeur. C'était même le siècle d'avant, Denis Papin. On a inventé l'automobile. On a inventé l'avion. On a inventé la photo. On a inventé le cinéma. On a inventé le cinéma publicitaire. On a inventé la télévision en couleur. On a inventé le Minitel, qui est l'ancêtre de l'ordinateur. Ce sont des Français, d'ailleurs, qui ont inventé Internet, là, à côté, en Suisse. On a inventé le Crazy Horse, on a inventé la carte à puce. Mais les enfants, pourquoi tout d'un coup on s'arrête? Mais pourquoi pourquoi on s'opère? De quoi a-t-on peur? On est le 4e pays du monde pour le dépôt de brevets. On est quand même un tout petit pays par rapport au reste du monde. On fait 1% de la population du monde. On est le 4e pays qui dépose des brevets, qui réalise ces brevets. Les autres pays du monde, ils les rachètent parce qu'on a une idée, on n'ose pas la mettre en pratique. Pourquoi? Parce que ces salauds de banquiers ne savent pas donner le pognon à qui il faut. Ah, entre eux, ils savent se le partager. Ah, pour faire des milliards de dettes que l'on paiera et que nos enfants paieront et que nos petits-enfants paieront, là, ce sont les meilleurs. Mais quand vous êtes un jeune mec, vous allez frapper à leur pote, vous avez une idée, et vous dites j'ai inventé l'automobile, ils ferment les portes. C'est pas ce qui se passait à l'époque. À l'époque, les banquiers étaient là pour vous aider à réussir. Aujourd'hui, ils sont là pour finir d'achever ce pays. On est même le seul pays du monde où ça se passe. Vous allez aux États-Unis, vous créez une boîte dans la journée, vous appelez un banquier, vous dites j'ai une idée, il vous met déjà de l'argent sur la table. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Dans l'industrie, on est numéro 1 du luxe dans le monde. 40% du luxe qui est porté, acheté dans le monde est griffé français. On est numéro 1 dans la chimie. On est numéro 1 ou numéro 2 dans le BTP. On est numéro 2, peut-être même numéro 1 en agriculture. Un des plus grands greniers à blé du monde est là à 10 km de Paris, dans les plaines de la Beauce. On ne mourra jamais de faim, les enfants. Ce n'est pas la peine de paniquer. On peut vivre en autarcie. On est numéro 1 dans la construction aéronautique. On est numéro 1 dans la construction navale. On est numéro 1 dans les énergies vertes. On tape sur la tête, et le mérite d'ailleurs, les écolos, parce qu'ils ne savent qu'emmerder le monde. Ils font de l'écologie négative. Bon, mais dans l'industrie verte, on est le pays le plus vert du monde, le pays qui fabrique le plus d'industrie verte du monde. Bon. Pourquoi on se tape la tête comme ça? Le déclin est moral. Je me souviens de Prévert qui disait il y a ceux qui croient,
Ceux qui croient, ceux qui croient. On est un pays de corbeaux. Redevenons un pays d'aigles. Prenons de la hauteur. Donnons-nous des ailes. Faisons l'amour et pas la gueule. Et je vous ai amené 2 films qui font l'amour et pas la gueule, qui vont beaucoup plaire aux maires. J'ai peur même qu'il essaye dès ce soir de faire la même chose. Observons l'effet déviant sur votre organisme. Non mais c'est pas le bon film que tu me mets là. Ouh. C'est trop Jam qu'il faut m'envoyer, le 1 et le 2. The strong American pairing of Ruthie Lou Jackson and Bertie Weinberger, firm favourites for another gymnastic gold here in Bucharest. Yes, Stuart, but they've got to prove themselves tonight, and they're going for the highest tariff fault, the flippin' dog. Bertie in the foreground, getting into position, checking angles, line and length. They make it look so easy, but it can go horribly wrong. Perfect landing, bang on target. That surely means another gold for the US. The Americans once again proving masters of the precision. Next up then, the Ukrainian pair, Mosienko and Bubka, going for their 4th Trojan gold. Bubka much bigger than last year, an impressive 65 kilograms. That's right, Stuart. She's like a French goose before Christmas. Buttocks and chalk, a Bubka trademark. Mosienko, so at home in a golden vest. But will he go home with a golden medal? There's the spread. Oh, and there's the hoik. Now, can he hold it? Can he hold it? Surely he'll get 3 lights. Yes, he has! Brilliant! Unbelievable scenes here. Mosienko still casting a daunting shadow across the sport of pelvic powerlifting. Alors, quels sont les 5 antidotes à la déprime? Eh bien, d'abord, c'est la génération mutant. C'est cette génération de jeunes que les parents critiquent. D'ailleurs, à 74% dans les sondages, ils disent c'est une génération complètement ratée. Et quand on teste les jeunes de leur côté, à 74%, ils disent mais nous, on est très heureux, on n'est pas du tout ratés, c'est nos parents qui ne nous comprennent pas, on mène leur vie, ils ne savent même pas ce qu'on fait. Mais on les aime quand même, parce qu'il y a un retour à la famille, aux valeurs familiales. D'ailleurs, c'est une des conséquences heureuses de la crise, comme il n'y en a jamais eu dans ce pays. D'ailleurs, on redevient pétiniste, parce qu'on fait le mieux. Maintenant, les 3 valeurs de la France, c'est travail, famille, patrie. C'est quand même très extraordinaire, comme quoi les choses ne changent pas beaucoup. Cette génération, elle a une force extraordinaire. C'est la première génération de tous les temps qui est plus informée que ses parents. Moi, jusqu'à l'âge de 18 ans, je ne lisais pas Le Monde. Mon père était notable de la ville, mais il n'avait pas l'idée de me faire lire Le Monde. On ne lisait pas Le Monde. Je ne regardais pas le journal de 20 heures, il n'y avait pas la télévision, elle n'existait pas, il n'était pas inventé. Et à la radio, il n'y avait pas de news, ça n'existait pas. C'était que des chansons et l'amoureux qui nous émarrait, etc. Donc j'étais complètement coupé de tout dans ma ville de Perpignan, je ne savais rien. Aujourd'hui, les gosses, dès l'âge de 12 ans, ils sont déjà devant le journal de 20 heures, ils savent tout. Et sur les télés permanentes. Cette génération, elle est plus informée que ses parents, mais elle est aussi plus techno que ses parents. D'ailleurs, quand on a un problème sur notre portable, c'est eux qui nous le réparent. Nous, on les a foutus de le faire. Et cette génération, elle est plus connectée que ses parents, ce qui aussi n'est jamais arrivé. Un enfant qui naît aujourd'hui, à l'âge de 7 ans, aura passé une année, nuit et jour confondus, devant un écran. Une année devant un écran. Bon. Qu'est-ce que ça va donner? Un être différent, un être mutant. Il n'aura pas notre culture judéo-chrétienne, il n'aura pas nos hellénismes, il ne parlera pas comme un imbécile, il aura passé, pour moi, 7 ans à apprendre le grec et le latin qui ne me servent à rien. Il aura vu le monde dans ce petit écran, il sera ailleurs, il aura des neurones qui vont marcher différemment. Ça va bouger. C'est une nouvelle civilisation qui va s'inventer. Là, parce que déjà, ceux qui arrivent et qui ont 20 ans aujourd'hui, ils sont déjà de cette génération-là. D'ailleurs, ils vont, en moyenne, il est prévu qu'ils fassent 10 emplois, qu'ils pratiquent 10 emplois différents avant 40 ans. Pas à cause du chômage, parce que ça va se régler. Bon, ça va encore falloir 1 an ou 2, mais ça va finir par se régler. Bon,
Je sais que c'est douloureux, je sais que c'est terrible, je sais que c'est dramatique. Si on était un peu moins imposé, les entreprises en engageraient un peu plus. Mais quand ils auront compris ça, on aura fait un pas en avant, les enfants. On aura fait un pas en avant. C'est pas compliqué de comprendre qu'il suffit de baisser les taxes et de régler un peu les lois du travail, d'avoir plus de souplesse dans le travail pour que les gens engagent. Pourquoi ils n'engagent pas? Parce qu'on ne peut pas engager aujourd'hui. Vous engagez quelqu'un, vous le prenez pour 20 ans. Alors évidemment, vous ne l'engagez pas. C'est tellement simple à comprendre. Mais comment on peut faire de la politique et ne pas comprendre des choses aussi élémentaires? Les 10 emplois qui seront le plus demandés dans 10 ans n'existent pas aujourd'hui. Mais souvenez-vous, il y a 10 ans, le net n'existait pas, le portable, personne n'en avait, la télévision convexe, on ne savait pas ce que c'était. Regardez ce qui s'est passé en 10 ans. D'ailleurs, l'homme a plus inventé ces 20 dernières années que depuis qu'il est sur Terre. Et il va plus inventer dans les 20 années qui viennent que depuis aujourd'hui. L'accélération est fantastique, fabuleuse. Bon. Et quand on interroge les jeunes, avant de parler d'argent, avant de parler de carrière, on dit mais qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans la vie? Moi, je veux être habité par une grande cause. C'est quand même formidable que les jeunes disent ça. Et si cette grande cause, c'était la France? Et s'ils étaient habités par la France? Et s'ils avaient envie de sauver la France? S'ils avaient d'inventer pour la France? S'ils avaient envie de bouger pour la France? Au lieu de se tirer, 52% des jeunes veulent aller vivre ailleurs. Pour ça que j'ai envie de les étrangler. S'il était là, et pourtant j'ai fait 2 campagnes avec lui, Hollande, et c'est pas du tout un imbécile, c'est un mec bien. Je sais pas comment il est allé se couper dans ces conneries, j'ai envie de l'étrangler. Si mes gosses partent à cause de lui, vivre ailleurs, je vais l'étrangler. Qu'est-ce qu'on peut faire à un homme politique qui vous fait que vos gosses vont vous quitter? Pour vivre, on va vivre comme des petits vieux dans notre pays, dans notre mouroir, mais c'est pas possible, c'est pas humain. Bon. Et 25% sont prêts à le faire. J'espère que ça va s'arranger, j'espère qu'ils vont revenir. Enfin, il y a 200 000 Français à Londres, qui est la 6e ville de France, Londres. Et 80% des Français qui sont à Londres ont moins de 30 ans. Ce sont les jeunes qui se sont tirés à Londres. Donc, courage, ne fuyons pas. Un film pour montrer que les jeunes ont quand même intérêt à rester. Eh bien, où est ton film? Très beau film pour Canal+. Embarqué dans un camion de livraison, et puis j'ai atterri ici. Oh, c'est incroyable. Hein? T'entends ça, chérie? Ben oui, c'est fou. C'est un film qui est sorti il y a 3 ans et qui a été le film le plus primé du monde. Parce qu'il y a 52 grands festivals dans le monde. Il y a le festival de Cannes en France, qui est d'ailleurs le plus important du monde, parce que le plus grand festival de publicité, de cinéma est en France, et de publicité est en France. Et puis il y en a 51 autres. Et il y a un organisme qui résume tous ces festivals, qui donne des points pour les films, et qui décide du champion du monde. Donc il y a 3 ans, c'est Canal+, qui a été champion du monde. Vous vous rendez compte, il se fait à peu près 1 million de films publicitaires dans le monde. Quand c'est une agence française, petite agence française, là, qui avec ce talent-là, réussit à faire le plus beau film du monde, et qu'en plus vous avez la chance d'être le patron créatif de cette agence-là, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier, c'est des moments formidables.
Et donc, place à l'imagination, place à l'innovation. On a tout inventé du XXe siècle, il serait temps de tout inventer du XXIe, en tout cas de ce qu'il en reste. Ce problème, il y a la peur d'oser, il y a la paralysie administrative, et il y a la saloperie des banques. Bon. Mais c'est fondamental. L'argent n'a pas d'idées. Seules les idées font de l'argent. Et nous, justement, on n'a pas d'argent. Et on n'a pas de pétrole. Donc il faut avoir des idées, comme le disait le grand slogan des années 80. Il n'y a pas de pétrole. En France, il n'y a pas de pétrole, mais il y a des idées. Revenons aux idées. Croyons aux idées. Il y a une histoire américaine qui s'est passée il y a quelques mois. Un Américain va voir une maison de sparadrap, fabricant de sparadrap, et lui dit est-ce que vous pourriez me confectionner et me livrer 30 000 rouleaux de sparadrap noirs. Et le mec le regarde et dit c'est noir ici, toutes les couleurs, hein. Il n'y a que le jaune qui marche, hein, que le rose qui marche. Vous pouvez bien faire ce que vous voulez, mais ça me... Et le mec lui dit mais vous m'avez bien regardé, je suis noir, et vous êtes rose. Donc moi je vous dis que le sparadrap noir ça va marcher parce que les noirs vont l'acheter. Et effectivement, il lance sa marque de sparadrap noir. Et en plus, il lance ça avec le beau slogan de Black is Beautiful, hein, qui était la levée de bouclier des Noirs il y a une vingtaine d'années. Enfin, un succès fou. D'autant plus que le sparadrap est devenu à la mode et ces comptes blancs se sont mis à l'acheter. C'est une idée tellement simple, du sparadrap noir. Et il a fait fortune. Une autre idée géniale, parce que la publicité elle-même est en train de devenir la publicité du cœur. Elle a compris qu'il fallait que ce soit plus la publicité du pognon, que le pognon ne menait à rien. Mais c'était de la pub des idées. Un jeune Américain, 27 ans, beau gosse, qui part en Argentine, qui aimait le polo, donc il va regarder un match de polo en Argentine, et il découvre que les joueurs de polo argentins, au lieu d'avoir des bottes, jouent en espadrille. Il dit, mais c'est pas possible. Alors il se renseigne, et il dit, mais nous, c'est une tradition. Parce que nos ancêtres, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents n'avaient pas les moyens, même si on était le pays du cuir en Argentine, le pays du bœuf, on n'avait pas les moyens de s'offrir du cuir, on le vendait, et ils faisaient des espadrilles. Espadrilles qui sont certainement arrivées d'ailleurs, puisque c'est un des pays qui a été colonisé par la côte basque, ils sont certainement arrivés de la côte basque il y a 200 ans, là-bas en Argentine. Et lui, ça lui donne l'idée, il dit, mais finalement, si je me mettais à fabriquer des espadrilles. Il revient chez lui, il vend sa maison, il avait une petite société d'auto-école. Il vend cette auto-école 500 000 $, sa maison 500 000 $. Avec son $1 million, il arrive à Buenos Aires et il achète une corderie, une fabrique d'espadrilles. Passe un journaliste du Washington Post qui fait un papier qui raconte son histoire parce que là où il a une idée de génie, pas tellement de fabriquer des espadrilles, c'est plutôt que de faire de la publicité, de dire pour chaque paire d'espadrilles que vous m'achetez, j'offre une paire d'espadrilles à un petit Argentin qui va pieds nus et qui se coupe dans les rues de Buenos Aires qui sont assez dégueulasses, des favelles de Buenos Aires, qui s'infectent. Et la mortalité infantile des gosses de Buenos Aires est une des plus hautes du monde à cause de ça. Et donc les Américains qui découvrent cette histoire décident de l'aider, commandent 10 000 paires d'espadrilles. Et aujourd'hui, 3 ans après, il n'y a que 3 ans, 3 ans après, il vend 4 millions de paires d'espadrilles dans le monde, et il y a 2 millions de petits Argentins, maintenant il est en train de le faire ailleurs, qui évitent la mort parce qu'ils ont une paire d'espadrilles gratuite. Et il se dit, eh bien maintenant je vais m'attaquer à un autre problème, qui est le problème de la vision. Il y a 700 millions de gosses qui ne peuvent pas apprendre à lire et à écrire parce qu'ils n'ont pas de lunettes, et qui n'y voient pas suffisamment, et qui donc en virent de l'école. Et lui, il fait la même chose, hein, il fait des lunettes, et pour chaque paire de lunettes que vous achetez, il offre une paire de lunettes à un petit déshérité. Et je bats ma coulpe, parce que moi, quand j'ai lancé Afflelou, il y a 35 ans, 40 ans, qui est toujours à l'agence, on est fou d'Afflelou, même le slogan est toujours le même. Bon. Un jour, il m'a dit, j'ai besoin d'une idée. Je dis, pour une paire de lunettes, tu vas en donner 3. Non! Je devais lui dire, pour une paire de lunettes, tu vas offrir une paire de lunettes à un petit déshérité qui en a besoin, à qui tu vas donner la vue, c'est-à-dire la vie. Et on voit l'évolution du monde. Le monde se porte beaucoup mieux qu'on le croit.
Le monde est plus heureux qu'on ne croit. Le monde est en train de comprendre que le pognon n'est pas tout. Le monde est en train de comprendre qu'il faut avoir du cœur, que la solidarité, ça existe. Et c'est ce monde-là que ces jeunes vont porter. Et eux, c'est ce qu'ils pensent. Moi, j'engage des jeunes créatifs à l'agence, ils ne me demandent pas comment ils vont gagner. Est-ce que je travaillerai avec toi? Est-ce que tu me prendras dans ton bureau? Pour qui je vais travailler? Est-ce que tu vas me donner une grande marque? Est-ce que demain j'irai en Amérique? Est-ce que je pourrai aller dans l'agence américaine? C'est toutes ces questions-là. Et à la fin, ils disent, au fait, parfois ils disent même pas combien. Parfois ils disent même pas combien. Donc on ne peut pas dire que cette génération est pourrie. Non, cette génération, je crois qu'elle a le cœur au ventre. Alors, c'est ce qu'il faut appliquer à la publicité. La publicité, c'est très simple. C'est d'avoir, non pas des idées, comme l'on dit, c'est d'avoir l'idée. L'idée qui fait vendre. Parce que faut bien savoir que créer, c'est vendre pour nous, les publicitaires. On est là pour se faire plaisir. Et plus une idée est talentueuse, plus elle vend. Mais il faut trouver la bonne, parce que les idées sont comme les spermatozoïdes. Il y en a des millions, et il n'y en a qu'un qui franchit les petites difficultés de la vie et qui crée un petit bébé idée. Et vous vous rendez compte, mon métier, c'est de créer des petits bébés idées, qui va devenir une grande campagne, qui va faire une grande marque. Le drame, c'est que dès que j'ai créé mon petit bébé idée, je l'amène au marketing, et regarde ça, Kelly. C'est pas stratégique. Stratégique, c'est un petit bébé. Stratégique, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Alors, le marketing se met quand même en chasse, il améliore sa copie, et ensemble, avec le marketing, on va voir l'annonceur. On va dire, regardez l'annonceur, regardez notre petit bébé idée comme il est beau. Et l'annonceur regarde ça, il dit, vous pensez que je vais vendre mon produit avec ça? Et il prononce le pire mot de la littérature française, il dit, on va tester. Un peu moins de tests, un peu plus de testicules. Ce pays meurt que l'on teste tout, y compris d'ailleurs, et c'est des statistiques. J'ai fait la campagne de Barak, tu t'en souviens peut-être, en Israël, avec Shimon Peres, qui est là, un personnage de légende, etc. Et quand j'amenais les sondages, il disait, les sondages sont comme les parfums, respirez-les, mais ne les buvez pas. Comme toi, mon cher. Alors, le grand bonheur que l'on a eu à l'agence, c'est qu'on a fait une suite au film que vous avez vu. Cette suite a été pas simplement primé le meilleur film de l'année cette année, pas simplement primé le meilleur film de l'année, le meilleur film de tous les temps. Le meilleur film de tous les temps est français, il sera dans les musées à vie. On le regarde. Okay, that was great, guys. Really great. The fire should be higher. You were amazing. Let's do another one. D'où vient ma passion pour le cinéma? Like an explosion. Boom. Je crois que j'ai toujours aimé le cinéma. Le travail avec les acteurs. Les effets spéciaux. Yeah. More explosions. That's always good. He is an amazing director. Very sensitive. I don't give a shit! La mise en scène. A white shot like that. Castle burning. We like that. Everybody screaming. Lot of blood. Boom. Explosion. Le scénario. Sorry, we're ready for yeah, come in. La musique. En fait, j'aime tout dans le cinéma. Vous savez, j'ai vu tellement de grands films depuis tant d'années qu'un jour je me suis dit, pourquoi pas moi? Troisième antidote à la déprime, il faut accepter un changement de civilisation. Il faut accepter un changement de modèle social. Et les jeunes, eux, l'ont déjà créé. Ils sont en train de l'inventer. Nous sommes en train de passer de la société de l'avoir à l'être, du paraître à l'être. Qu'est-ce qui gérait la France? Qu'est-ce qui gère encore la France? C'est la propriété, l'instinct de propriété. Tous tels que nous sommes, et moi le premier. Toute notre vie, on économise pour s'offrir un toit et le laisser à nos enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Le jour où on meurt, c'est l'État qui vous le pique. Et les enfants sont marrons, et en plus ils s'entre-déchirent, parce qu'ils ne peuvent pas payer les droits de société, et ils détruisent. Alors, cette saloperie d'impôts, non seulement nous ruine, on a déjà payé nos impôts,
Non seulement elle nous reprend 50%, mais elle divise notre famille. C'est quand même ça la politique française. Inadmissible. Mais les jeunes l'ont compris. Eux, ils sont dans la société de la location. Une perceuse sert en moyenne en France 12 minutes par an. Quel est le fou qui va acheter une perceuse? Pour 12 minutes par an. 12 minutes par an en moyenne. Bon. Alors que chez Geloutou, vous avez la perceuse que vous voulez, qu'on vous dira à domicile, qu'on va rechercher le lendemain. Bon. La voiture, mais c'est fini, la voiture. On n'achètera plus de voiture dans 10 ans. J'ai vu que les Parisiens utilisent leur voiture 5 heures par semaine. Je ne parle pas des gens de la banlieue qui ont besoin d'une voiture, les Parisiens. Alors, pourquoi pensez-vous qu'il a détruit Paris, notre maire? Parce que 80% des Parisiens sont des piétons. Ils ont une voiture, mais ils ne s'en servent pas. Alors donc, bien entendu, là, pour bousiller la conduite en ville et pour bousiller la circulation, et pour nous faire Paris-Plage, au lieu de nous faire des voies de circulation qui permettraient un peu d'aller au business un peu plus vite, et rendez compte ce que ça coûte aux entreprises quand les gens font 40 minutes à 50 minutes d'embouteillage pour arriver à travailler, ce que ça coûte, l'aller et le retour, ce que ça coûte à un pays en milliards de ressources. Tout ça pour quand les Paris-Plage, Paris-Plage, les enfants, merde, quand même pas Saint-Tropez. Bon, passons à autre chose. Donc, nous entrons dans consommer moins, mais qu'on sait mieux. La consommation civique. Pourquoi acheter une 4x4 alors qu'on est dans Paris? Pourquoi manger des fraises en hiver? Elles coûtent 5 fois plus cher alors qu'il y a les fruits de saison. Pourquoi emballer encore les produits qu'on achète? Vous savez d'ailleurs que le troisième âge est beaucoup plus raisonnable que le premier et que le second. Le troisième âge est celui qui est le plus récalcitrant sur les conditionnements. Mais c'est quand même fou ce que ça peut coûter en saloperie, ces plastiques qu'on ne peut même pas arracher, etc. Il faut arracher avec les dents. Bon, on peut pas... Comment faisaient nos... moi, j'ai connu ma grand-mère, elle allait au marché, tout revenait dans un panier. Mais qu'est-ce qui leur prend de nous vendre du carton à ce point, etc., quand on sait en plus que chaque carton, c'est un arbre qui meurt. Mais c'est tout ça. Et regardez bien, les jeunes, ils détestent les emballages. Les jeunes, ils détestent tout ce qui est superflu. C'est la génération du troc. C'est la génération du recyclage. C'est la génération du jetable. Jeter le jetable. Réparer le réparable. C'est la génération de l'achat groupé. C'est la génération de l'achat en circuit fermé. C'est la génération de la conso collective. Tout devient collectif. D'ailleurs, regardez, coexistence, coparentalité, co-entreprise, colocation, covoiturage. C'est la fin du tous égaux, géo, et non pas, comme le dit la République, et du tout à l'égaux. Cette génération, elle est là. Regardez vivre vos gosses. Vous verrez comment ils sont. Ils sont en train d'inventer ça. Et dans 10 ans, dans 20 ans, nous en serons tous là. Et c'est ce grand passage de la satiété à la frugalité, avec tout le bonheur de la frugalité. Parce qu'il ne faut pas croire qu'ils se refusent ce qu'ils aiment. Pas du tout. Ils donnent l'argent qu'il faut à ce qui leur plaît et ils refusent complètement de donner plus d'argent qu'ils n'en font pour ce qui sont les achats quotidiens. Et on est en train de vivre l'avènement d'une société solidaire. Le temps du monde fini commence. La grande aventure de la vie, c'est de la changer. Et la grande aventure de la vie que l'on a devant nous, et là je ne vais pas en voir beaucoup d'années, c'est de créer une société plus juste, une société plus humaine, une société plus verte, une société plus généreuse, une société plus indépendante. Je vous ai amené de tous les autres films. J'ai participé de près ou de loin, certains je les ai fait moi-même. Je vous ai amené un film que je n'ai pas fait et qui est le film que j'aurais rêvé de faire parce que c'est pour moi le plus beau film qui soit. Et justement, sur l'indépendance. Don't talk, don't touch, don't walk at night, don't walk on the right, don't drink, don't think, don't smoke, don't do drugs, don't do beef, don't do junk, don't be fat, don't be thin, don't chew, don't spit.
don't swim, don't breathe, don't cry, don't bleed, don't kill, don't experiment, don't exist, don't do anything, don't fry your food, don't fry your brain. Don't sit too close to the telly, don't walk on the grass, don't put your elbows on the table, don't put your feet on the seats, don't run with scissors and don't play with fire. Don't rebel, don't smack, don't touch, don't masturbate, don't be childish, don't be old, don't be ordinary, don't be different, don't stand out, don't drop out, don't buy, don't read. C'est beau, hein? Alors, quatrième, je ne sais plus où j'en suis, quatrième, je crois que j'en suis au quatrième. Quatrième. Quatrième antidote, ce que j'appelle la communimutation. Parce que la mutation, elle est partout. Elle est déjà avant tout dans la communication, qui est la plus grande révolution que n'ait jamais connue l'univers. Il y avait Gutenberg, qui a quand même mené 20 siècles du monde, ou 15 siècles du monde, et puis il y a le net. C'est une double révolution. D'abord, c'est une révolution parce que nous passions du concret à l'abstrait. La première révolution de notre société moderne a été la révolution marchande du 19e siècle, qui a fait la fortune de l'Angleterre, parce que l'Angleterre a construit des bateaux qui sont allés conquérir le monde. La deuxième révolution a été la révolution industrielle du 20e siècle, qui a construit les avions, c'est la France d'ailleurs, l'Europe, puis l'Amérique, puis le Japon, qui ont construit les avions et les automobiles, qui sont allés à la conquête des marchés du monde. Et le marketing, la marchandisation s'est inventée à ce siècle-là, et c'est elle qui a commencé à préparer la mondialisation. Et la nouvelle révolution qui s'invente, c'est la révolution de l'immatériel. Parce que les bateaux, c'était solide, c'était de la fonte, c'était du fer, les avions et les voitures aussi. Mais aujourd'hui, le maître du monde, c'est le net. Le net n'existe pas. Il n'y a pas de président-directeur général, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de collaborateur, c'est pas coté en bourse. C'est nulle part. Et c'est tout à la fois. Et c'est là. Et on ne peut pas l'attraper. On ne sait pas ce que ça devient. On ne sait pas où ça va. Et à la fois, il y a une force extraordinaire, c'est qu'on est passé de la dictature de la communication et de la consommation à la démocratie participative de la communication et de la consommation. Moi, au XXe siècle, quand j'étais là, avec lui, il y a 30 ans, je ne me rendais pas compte, j'étais un petit Goebbels. On m'apportait un produit, j'isolais un peu ce produit, j'en trouvais un slogan, à fond la forme, pour Décathlon, un café nommé Désir pour Carte Noire, on est fou d'Afflelou, etc., etc. Et j'enfonçais le slogan dans la tête des gens, du consommateur, sans qu'ils puissent répondre. Et à force de lui taper dessus, il disait oui, Carte Noire, oui, j'en prendrai, mes enfants en prendront, mes petits-enfants en prendront, stop, assez. C'était du tabassage. C'est-à-dire qu'on appelait ça le matraquage. Et l'Amérique, d'ailleurs, a conquis le monde en achetant à coût de millions de dollars tous les écrans du monde pour imposer ces marques de Coca-Cola, McDonald's, etc. Et d'ailleurs, a transformé le monde en malbouffe. Bon. Eh bien, grâce au net, aujourd'hui, le consommateur est devenu un consommateur. Et l'électeur va devenir un électeur. Il est acteur. Il décide. Il est partie prenante. Hier, il était gogo. Aujourd'hui, il est proprio. Il est copropriétaire des marques. Parce que grâce au net, il suffit que d'un blog qui devient un chat, qui devient une communauté, il suffit qu'il trouve une marque en défaut, qu'il prenne une marque en défaut pour qu'il puisse arriver à créer un tel déséquilibre sur cette marque qu'elle va perdre des parts de marché et des parts d'image. C'est ce qui s'est passé il y a 4 ans maintenant, lors du dernier mondial, où un jeune Américain en Chine, avec son portable, filme des petits Chinois de 8 ans en train de fabriquer les ballons de football de la Coupe du Monde. Bon. Et ça va sur le net, et on s'aperçoit que ces petits Chinois, non seulement avaient 12 ans, mais gagnaient $1 par jour. Bon. Et c'était des ballons de Nike. Nike a instantanément perdu des parts de marché et des parts d'image. Il était la première marque du monde la plus aimée,
il n'est pas encore redevenu la marque la plus aimée. Ça fait 4 ans que ça dure, qu'il fait de la publicité, qu'il essaye de rattraper, simplement parce qu'un petit jeune a filmé dans une usine de Chine. Ça, la puissance extraordinaire du net, avec tous les dangers du net. Parce que le drame du net, c'est que nous sommes maintenant, avec Big Data, complètement épiés. Il n'y a plus d'intimité. La traçabilité est totale. Demain, vous allez passer devant un magasin Vuitton, on vous dira c'est l'anniversaire de votre fils, demain. On sait qu'il aime Vuitton, et son portefeuille est un peu craqué. Donc, achetez le portefeuille, on fait 20%. On va vous suivre à la trace partout, tout le temps, tout le temps. Et je pense que c'est primordial, si l'on veut que le net continue à survivre, qu'il y ait une charte des droits et des devoirs du net qui protège notre vie privée et qui interdise à une marque, quelle que ce soit, d'utiliser nos données personnelles. Et comme personne ne fait rien, et comme les États ne font rien, et comme cette saloperie d'Europe qui devait prendre une décision, là, il y a 3 mois, la repousser en 2016, demain, tout le monde sera affiché pour des siècles et des siècles. Et personne ne dit rien. Parce que, comme toujours, ce sont les lobbies qui mènent le monde, au lieu que ce soit l'indépendance, comme le film le dit, et l'imagination. Alors voilà, on est passé à la profusion. Chaque minute se crée 10 000 sites sur le net. 10 000 par minute. 200 000 photos arrivent sur le net chaque minute. 2 millions de contenus, 80 millions de SMS chaque minute dans le monde. Comment voulez-vous qu'on puisse maîtriser ça? C'est un hydre fou. Bon. Et donc, aujourd'hui, la publicité a besoin d'occuper les espaces le plus possible. Alors, ce n'est pas les films que vous voyez. Les films que vous voyez, ça coûte 1 million à 2 millions d'euros à faire. Le film que vous avez vu, qui commence dans l'Amazonie et qui finit dans un placard, c'est un film qui coûte 1,5 million d'euros. Hein, ça coûte presque le film d'un long métrage. En plus, il y a 6 mois de travail. Bon, ça gagne tous les prix. Mais ce sont des films... Bon, aujourd'hui, il faut faire des films pour 3 francs 6 sous. Et ce sont presque les internautes eux-mêmes qui vont faire leur propre film. D'ailleurs, dans la publicité, il y a public. Et je crois que demain, la publicité sera faite par le public. Alors, c'est le cas de cette campagne formidable qui a coûté 3 francs 6 sous et qui est à mourir de rire. Come on, mate. Just tell me you hooked up with that chick the other night. I'm sure you did. I'm sure you did hook up with that chick. Will you leave it alone, please? Damn bear behind you. What? Bear behind you! Shit! I tell you, there's a fucking bear behind you! Do something about it! Come on! Shut the fuck up! Just shoot it now! I can't! Just shoot it, I tell you! I can't! Come on! Shoot this bear, come on! I can't! Just shoot it! Hey! I don't want to shoot this bear. Help me to rewrite this story. Type anything you want with your keyboard. Then enjoy. Gucci, 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 whoop. No. It's hot. Rochambeau. Oh, Mr. Beer. Voilà, c'est ça la pub. Et puis la cinquième, l'antidote, et pour moi la plus importante, c'est le passage de la virilité à la féminité. Les 20 siècles précédents ont été menés par des valeurs viriles. D'ailleurs, au début des temps, il a bien fallu que l'homme protège sa femme, donc que le muscle l'emporte sur le reste, et que ça devienne de la violence. Et puis, à force, il a dû protéger son village, après il a dû protéger sa région, après il a dû protéger son pays, après son continent. Et finalement, nous sommes allés de guerre en guerre pour finir un XXe siècle qui est le pire siècle qui n'ait jamais inventé les hommes, puisqu'il y a eu 2 guerres mondiales, 12 millions de morts la première guerre, et je crois presque autant à la deuxième guerre, pour rien, avec des Allemands qui aujourd'hui viennent bouffer avec nous. Se taper la tête contre les murs quand même. Bon, c'est les hommes qui ont inventé ça, pas les femmes. Pourquoi? Parce que les hommes
donnent la mort, c'est la guerre. Les femmes donnent la vie, c'est l'amour, c'est l'enfantement. Et que ces valeurs masculines qui ont mené le monde tant que la guerre était nécessaire. Or, la guerre, pendant la guerre, c'est plus la guerre atomique. Comme la guerre atomique n'aura pas lieu, n'aura même pas lieu en Iran. C'est encore des imbécilités qu'on lui fait croire. Il n'y aura jamais de guerre atomique. Je sais bien, tout le monde sait bien que s'il appuie sur le bouton de guerre atomique, il n'y a plus de monde. Donc personne n'est fou au point d'appuyer sur le bouton atomique, puis ça se neutralisera instantanément. Donc, comme cette notion de guerre a disparu, les valeurs féminines qui sont à l'inverse des valeurs masculines, elles ont peu à peu pris le relais. Et elles sont à l'opposé de ces valeurs de puissance, de domination, de compétition que veulent les hommes et qu'ont pratiqué les hommes, pour laisser la place aux valeurs maternelles, à l'échange, au partage, à la tendresse, à la ténacité, à l'équilibre, à l'harmonie. Et vous voyez bien que les valeurs qui sont en train de mener le monde aujourd'hui, qui mènent les jeunes, sont celles-là. Et alors quand on fait des études très précises aujourd'hui dans les valeurs qui sont en train d'émerger, ce sont celles-là, et plus du tout les valeurs masculines. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que je dois la réussite de ma vie, mon bonheur. Moi, je n'ai pas mérité, je ne sais pas pourquoi j'ai eu tant de bonheur dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi j'ai mérité ça. Mais en tout cas, je sais que je le dois à deux femmes. Je le dois d'abord à ma mère. Ma mère était médecin avec mon père à Perpignan. Moi, j'étais un très mauvais élève. J'ai mis 8 fois à passer mes bacs. 8 fois à passer mes bacs. J'avais fait chapeau pendant 2 ans. J'étais complètement largué. Bon. Et mon père, désespéré, qui était notable à Perpignan, c'était le radiologue. À l'époque, la radiologie, c'était un métier complètement neuf, qui éblouissait tout le monde. Et il a dit à ma mère, Simone, il faut que tu amènes le petit à Paris. L'éducation nationale a des orientateurs professionnels qui vont le tester et qui vont te dire pourquoi il est fait. Donc je pars à Paris avec Simone, ma mère, j'étais très fier, elle était très belle. J'arrive à Paris, on arrive au boulevard Saint-Michel, une espèce d'immeuble minable. Je dis, c'est ça Paris. Et je suis en face d'un fonctionnaire, Decati, qui me fait des tests de Rorschach. Je ne comprends rien à ces histoires, des papillons. Bon. À la fin du test, il regarde ma mère et dit, on va recommencer, il y a quelque chose qui ne marche pas. On recommence une deuxième série de tests. Et à la fin de la deuxième série de tests, il dit à ma mère, écoutez, je préfère être franc avec vous, cet enfant n'a absolument aucune disposition intellectuelle, il faut le diriger vers un travail manuel. Et je vois encore ma mère devant lui, elle me prend la main, elle se lève comme ça, et elle me dit, tu vois mon fils, le cancre, c'est pas toi, c'est lui, viens, je t'amène au théâtre. Et je me souviens qu'on est allé voir Ken, avec Pierre Brasseur, c'est resté dans ma mémoire, chaque fois que j'ai un truc, je me souviens de Simone, etc., qui dit le cancre, c'est l'autre, c'est pas toi. Bon. Et puis, la deuxième femme de ma vie, c'est la mienne, il l'a connue, jeune et belle, la plus belle femme de Paris, on a chacun la plus belle femme de Paris, que j'ai épousée il y a 35 ans et 5 enfants. 35 ans d'amour complet, on ne s'est jamais disputé, on ne s'est jamais retourné dans un lit. On ne se force pas, une espèce de nature comme ça, c'est fusionnel, je ne sais pas pourquoi, on ne fait pas d'effort. Bon. Et tous les matins, quand je me réveille, elle me dit, je t'aime, tu es beau, tu es beau. Je me dis, Cahuzac est passé dans la nuit, tu as replanté des cheveux, qu'est-ce qui s'est passé? Je me précipite devant la glace, je vois ma sale gueule et je me dis, ouf, elle t'aime puisque l'amour est aveugle. Et je pars retrouver ma maîtresse. Et ma maîtresse, c'est la pub. Et plus je lui donne, plus elle me rend. Et plus je l'aime, et plus elle m'aime. Et elle est tellement variée, elle est tellement différente. Elle m'apporte tellement de choses. Et c'est quoi la pub? C'est simplement un métier de séduction. C'est quoi mon métier? C'est de faire l'amour à toutes les femmes du monde. C'est d'arriver à trouver leurs points sensibles, d'arriver finalement à leur apporter la jouissance du produit. C'est qu'il y a une étude qui est sortie, j'ai appris ça, j'ai déjeuné avec Stéphane Fuchs, il m'a raconté ça, il arrivait d'ailleurs de Stanford aux États-Unis, et il avait vu les chercheurs qui avaient mis ça au point. Les neurophysiciens ont essayé d'étudier la neurophysique de l'achat, de la consommation. Alors, ils sont aperçus que quand une femme achète un produit, surtout de produits de mode, etc., elle sécrète
cette hormone qui s'appelle souvent, qui est l'hormone du plaisir, qui est la même hormone de la jouissance. Donc, dans l'acte d'achat, il y a un acte de jouissance. Ils sont allés plus loin. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe si elle refuse cette jouissance? Si elle n'achète pas le produit parce qu'elle dit c'est trop cher, ou je ne peux pas, ou j'ai déjà une robe, j'ai déjà une paire de chaussures, etc. C'est l'endocrine négative qui se crête et qui la met dans un état de frustration. Ils ont dit, il faut qu'on arrive à combattre ça. Parce que finalement, le commerce va mourir si on n'arrive pas à régler ça. Et ils ont trouvé que, en créant un compte spécial dans une banque, qui est le compte du plaisir, si la femme, au moment où elle se refuse un achat, dépose l'argent qu'elle aurait pu donner au commerçant sur son propre compte plaisir, l'endocrine du plaisir continue. Et elle va même revenir, parce que quand elle va racheter, un mois après, ce qu'elle s'était refusé la première fois, ça va remarcher à son tour. Donc mon métier n'est rien d'autre que de savoir comment les femmes font l'amour. Et c'est mon dernier film. On l'envoie. Il est dédié à notre mère. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh, if you stop, I'll kill you. If you stop, I'll sue you. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. I'm coming. I'm coming. Oh, it hurts. Oh, it hurts. Oh, it's delicious, delicious. Now, now, now. Don't stop. Don't stop. Not so much, not so much. Faster, faster, faster. I don't feel a thing. I don't feel a thing. Put it all in. Put it all in my name. Voilà. Alors j'ai un dernier film, un dernier spot, un jour, une dernière campagne à faire. Vous savez, j'ai fait 1500 campagnes dans ma vie, de près ou de loin. Bon. Et il y en a une qui est rentrée, je n'ai toujours pas réussi à la vendre. J'espère le faire un jour, ce sera ma dernière histoire. L'histoire se passe dans un collège. Une institutrice d'une trentaine d'années a des petits élèves qui ont 10 ans devant elle. Et elle dit aujourd'hui, cours de mathématiques, nous allons apprendre la soustraction. Et elle va au tableau, elle dessine un arbre, et elle dit, dans cet arbre, il y a 10 oiseaux. Passe un chasseur qui tire et qui en tue 3. Combien reste-t-il d'oiseaux? Et au premier rang, il y a une petite fille qui dit, moi je sais, madame, il en reste 7. Bravo, lui dit la maîtresse. Elle me dit, voilà la soustraction, 10 moins 3 égale 7, c'est aussi simple que ça. Au dernier rang, il y a un petit garçon qui s'élève qui dit, ah non, non madame, non. Vous me prenez pour des imbéciles. Enfin, les oiseaux, ils ne sont pas fous. Quand on leur a tiré dessus, ils sont tirés, il en reste 0. Comment vous pouvez avoir une pensée pareille? Et la maîtresse lui dit, mais j'aime bien ta façon de penser, tu es romantique. Oui, les mathématiques, c'est rationnel. Oui, les mathématiques, c'est rigoureux. Mais toi, tu as l'imagination, tu as le sens de l'autre, tu as surtout, apprends la rigueur mathématique, mais garde ta façon de penser. Un petit garçon dit, écoutez, puisque vous aimez ma façon de penser, moi, à mon tour, je vais vous poser aussi un petit problème. Voilà. Dans un jardin public, sur un banc, il y a 3 femmes. La première femme mord dans une glace. La deuxième femme lèche une glace. La troisième femme suce une glace. Quelle est la femme mariée? Alors la maîtresse, rougissante, dit je pense que c'est la troisième. Pas du tout, lui dit le petit garçon. C'est celle qui a une alliance. Mais j'aime bien votre façon de penser. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Après tout ce que je dis, il y a quand même une femme qui va poser une question. Pas possible. Alors, bon, voulez vous coucher, quoi. Peut-être que ça vous a donné des idées, après tout.
Pas de questions? Pas de questions? Bon. Allez, Pierre, jette-toi. Pierre a une question? Ah. C'est un Auvergnat. Là-haut, il y a des questions? Ah, ben voilà. Ah, ils sont mieux que vous, hein, là-haut. Alors, c'est une question et aussi vous remercier d'abord pour votre optimisme, parce que je pense que quand on est jeune aujourd'hui, c'est important d'être optimiste. Et comment est-ce que vous voyez, vous, l'engagement français, l'engagement dans la société, dans la communication aujourd'hui, quand on sait qu'on est noyé par Facebook et autres réseaux sociaux? La question, c'est quelle est la communication des réseaux sociaux, c'est ça? L'engagement des Français par rapport aux réseaux sociaux? L'engagement des Français, l'engagement des jeunes par rapport aux réseaux sociaux. Alors, on est, comme toujours, très en retard par rapport aux Américains, puisque 50% des Américains sont sur les réseaux sociaux, et il n'y a que 25% des Français qui sont sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, les réseaux sociaux sont à la fois formidables parce qu'ils créent du lien, mais le lien est complètement immatériel. Donc on est dans cette société de l'immatériel qui est une société qu'on ne peut pas attraper. Et donc il y a une certaine frustration des réseaux sociaux, parce qu'au début on est très passionné, etc. Et puis après il ne reste rien. En fin de réseau, les choses s'arrêtent. Ceci dit, je pense que les réseaux sociaux vont très vite être... Aujourd'hui, c'est une trentaine de pourcents, disons 25% de l'investissement publicitaire. Ça va très vite passer à 35-40% de l'investissement publicitaire. Donc les réseaux sociaux vont de plus en plus être utilisés dans la communication et très utilisés dans la communication politique. Il y a eu deux grandes époques dans la communication politique. En France, il y a eu la campagne de la Force tranquille de François Mitterrand qui a professionnalisé la communication politique. Ça s'est répandu un petit peu partout. Et puis, il y a eu Obama qui a fait la première campagne digitale de l'ère politique. Mais contrairement à ce qu'ont dit les journalistes un peu rapidement, il n'a pas utilisé les réseaux sociaux et le digital pour communiquer. Il l'a utilisé comme outil de rassemblement et de collecte de militants. Il a réussi à avoir, alors que son adversaire faisait des dîners de fundraising à 10 000 $ l'assiette, lui, il demandait 10 $ aux Américains. 10 $. Bon. Et il a eu 8 millions d'Américains qui lui ont donné 10 $. Ça fait quand même 80 millions de dollars à l'arrivée. Bon. Et ce n'est pas seulement ces 80 millions de dollars qui l'ont intéressé, c'est qu'il a fait de ces 8 millions d'Américains avec qui il était en direct, il a levé une armée de 2 millions de militants qui sont allés gagner son élection, réputée la plus moderne de tous les temps puisqu'elle utilisait le digital, par le porte-à-porte. Et il a gagné son élection par la porte-à-porte. Et c'est d'ailleurs les résultats sont extraordinaires. Toutes les 14 portes ouvertes, qui étaient uniquement des portes de gens qui n'allaient pas voter pour lui, il y a eu un vote. Et parce que les élections se gagnent toujours à la frange. Ce n'est pas la peine de convaincre les gens qui votent pour vous. Il faut convaincre les 20% d'hésitants de l'autre camp qui ne savent pas encore très bien s'ils vont voter pour vous ou contre vous. Et lui, il a axé toute sa campagne là-dessus. Parce que grâce au net, il avait localisé toutes les personnes qui votaient contre lui. Et il a, à proximité de ces 8 personnes, grâce à ces 2 millions de militants, il savait quel était le plus près et il lui préparait le discours à faire pour arriver à le convaincre. Il avait des équipes, évidemment, qui faisaient ça pour lui. Et il avait ça jusqu'à la dernière minute, le jour du vote, parce qu'en Amérique, on peut communiquer jusqu'au jour du vote, jusqu'à ce que les bulletins jusqu'à ce que les bureaux de vote soient fermés. Et donc, le dernier jour du vote, il y avait un État qui n'était pas sûr de gagner, et il a envoyé toutes ses troupes faire un dernier porte-à-porte qui a duré toute la journée, et c'est lui-même qui dirigeait le porte-à-porte. Donc, c'est sûr que les réseaux sociaux vont avoir une influence déterminante. En France, on ne sait pas les utiliser encore.
problème des réseaux sociaux, c'est que on ne les croit pas. C'est-à-dire que le net n'a pas de crédibilité. C'est assez normal, parce que le net raconte tout et n'importe quoi. Le net, et c'est le problème du buzz, déforme tout, oublie tout, caricature tout. Qu'est-ce qui marche sur le net? Les films que je vous montrais, là, les petits films de l'ours, là, pas du bel ours de Canal+, du Tipex. C'est des caricatures, ça n'est jamais sérieux, le net. Ça marche dans le dénigrement, ça marche dans les caricatures, ça marche dans le scandale, ça ne marche pas dans les bonnes nouvelles. D'ailleurs, c'est de loin le média qui est le moins cru. Le média qui a le plus de crédibilité, c'est la presse, et surtout la presse quotidienne régionale, en numéro 1, ensuite la presse nationale, après la radio, après la télévision. Tout ça est au-dessus de 50%, la télévision fait même 55%, et puis on tombe à 25% sur le net. Et le net va encore baisser. Donc le net a tué sa propre crédibilité. Et quand les gens se sont aperçus qu'en plus ils sont fliqués, et que c'est le net qui sait tout sur lui, et qui se sert de leurs données intimes pour leur vendre des produits, ça va finir d'achever la crédibilité du net. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, merci beaucoup. Il y en a une là-haut, il y en a une ici. Commençons par le haut. Bonsoir, merci beaucoup. D'abord, je voulais vous remercier parce qu'il y a 25 ans, l'un des premiers livres que j'ai offert à mon amoureuse, c'était C'est gay la pub, qui est pour moi un des plus beaux livres qui ait été écrit. Et j'y pense encore assez souvent. Et je pense qu'il y a, vous disiez, la dernière campagne de pub. Pourquoi c'est gay la pub? Parce que c'est gay là. Oui. Bon. Ça ne vous a pas échappé. Non. Je pense qu'il y a une campagne de pub auquel vous pourriez peut-être penser. On voit tous les hommes politiques, j'entendais encore tout à l'heure à la radio sur le rapport PISA, tout le monde se rejette la faute. C'est pas notre faute, c'est celle de nos prédécesseurs, et puis ou alors c'est celle de ceux qui sont au pouvoir actuellement. Et j'entendais, c'était Alain Duhamel qui disait voilà, on est gaulois, on est toujours les uns contre les autres, on n'arrive jamais à travailler ensemble. Regardez les Allemands, ils ont réussi à faire une coalition, ils se mettent autour d'une table et ils arrivent à trouver des solutions ensemble et non. Et voilà, et je me dis peut-être une magnifique campagne de pub, un peu peut-être à l'idée de Génération Mitterrand, qui était quand même magnifique. Ensuite, on est d'accord ou pas, après, c'est autre chose. Mais pour encourager notamment les hommes politiques, mais les syndicats, etc., à se dire à un moment donné, n'attendons pas d'être au fond du gouffre ou que la grenouille se soit endormie dans une casserole qui a fini par bouillir pour travailler ensemble à résoudre les problèmes de la France. Ça serait une magnifique campagne de pub. Mais c'est un peu utopiste, peut-être. Oui, mais en plus, le slogan est tout trouvé, c'est « La France est une chance, la France est notre chance ». D'abord, il faudrait que les politiques acceptent de travailler ensemble. Une des bonnes choses qu'a tenté de faire, mais c'était trop tôt, il n'a pas réussi, Nicolas Sarkozy, c'est son premier gouvernement, qui est un gouvernement, pas d'union nationale, c'est peut-être un peu trop fort, mais d'ouverture. Bon. Moi, je crois que la démocratie, c'est l'ouverture. C'est normal qu'il y ait un parti qui gagne, et que le président et que le Premier ministre représentent une majorité, mais à ce moment-là, il faut faire appel à tous les talents. Et il faut aussi avoir des professionnels de la politique, mais des grands techniciens dans les ministères qui sont des ministères très techniques, etc., où l'on met des ministres qui n'y comprennent rien, qui arrivent là-dedans, qui restent 3 mois et qui s'en vont, alors qu'il faut vraiment des professionnels pour ça. Et puis il faut des grands politiques ensuite dans les domaines qui sont politiques. Et tant que l'État ne donnera pas l'exemple, je crois qu'on n'y arrivera pas. Je crois que c'est une idée qui anime vraiment Nicolas Sarkozy. Je vois souvent, je parle beaucoup avec lui, et il me parle très souvent de ça. Je sens qu'il regrette de ne pas avoir, d'avoir peut-être mal choisi les hommes, parce qu'il y avait quand même 8 ministres de gauche dans son premier gouvernement. Bon, ça s'est mal passé, et puis peut-être qu'il n'y avait pas les personnalités qu'il fallait, peut-être les Français n'ont pas compris, bon, mais je pense qu'il a des regrets là-dessus, et il est persuadé que dans l'état de désespérance dans lequel la France, il n'y a qu'un gouvernement d'union nationale, fût-il provisoire, fût-il pour 2 ans, 3 ans, le temps du redressement,
qui redressera la France. Mais nous sommes un pays d'individualistes. Nous sommes un pays, comme je le disais, de tous égaux, mais E-G-O. Plus du tout l'ego de la République. Nous sommes d'une personnalité terrible. Pourquoi on perd au foot? On perd au foot parce qu'on ne joue pas collectif. Pourquoi on a gagné la dernière fois? Parce qu'enfin, ils ont compris qu'il fallait jouer collectif. Vous avez vu les mêmes qui étaient nuls pendant 10 matchs d'affilée, tout d'un coup, on leur a fait comprendre qu'il fallait jouer ensemble. Ils ont sorti le mec qu'il fallait sortir, je ne citerai pas de nom, et ils ont gagné. Pourquoi Zidane a gagné? Mais parce qu'il jouait complètement collectif. Souvenez-vous de cette équipe de France. Et je me souviens, la campagne était formidable, la victoire est en nous. Et bien évidemment, ils ont fini par gagner. Donc, on peut jouer collectif. C'est pas dans nos mœurs, c'est pas dans nos gènes, mais on ne peut réussir comme ça. Mais regardez déjà les patrons, ils se font la guerre toute la journée. On n'est pas capable de s'unir. La publicité, on se respecte assez. Puis je crois qu'il n'y a pas trop de... On est en compétition, bon, c'est notre métier, mais il y a quand même une sorte de corporatisme qui existe et qui se regarde. Mais le drame de l'entreprise, c'est qu'elle n'est pas soudée. Les entreprises américaines, elles sont beaucoup plus soudées que nous, même si elles se font une guerre sans merci. Mais on peut se faire une guerre sans merci en étant soudés quand tout d'un coup, il faut s'allier sur un problème. Mais je suis sûr que les vieux slogans sont les meilleurs. L'union fait la force. Tant qu'on n'aura pas d'union, il n'y aura pas de force. Alors, quand on regarde au niveau des politiques, alors que ce soit, je ne vais pas parler de l'UMP, bon, mais que ce soit au niveau de l'UMP comme au niveau du PS, c'est pas possible de se diviser à ce point. Mais comment ils peuvent être suicidaires à ce point? Ça donne le vertige. Alors, il y a une question là. Oui, vous avez évoqué des valeurs qui nous sont chères. J'ai d'ailleurs pris des notes pour ne pas tout oublier en rentrant chez moi. Mais vous n'avez en aucun cas... Mais je vais vous envoyer mon livre. Oui. Vous saurez tout. J'achèterai. Avec une dédicace, comme merci. Ça, monsieur le maire. Mais vous n'avez en aucun cas évoqué l'influence actuelle qui existe toujours, à des degrés plus ou moins importants, des religions. On cite beaucoup l'islam, bien sûr. On cite moins d'autres religions qui apparemment sont en perte de vitesse. Est-ce que vous estimez que toutes les valeurs que vous avez évoquées peuvent être aussi véhiculées, accentuées, et qu'on puisse compter sur des structures qui existent encore? Moi, la campagne que je rêve de faire, c'est la campagne de Dieu. Je ne dis pas le pape, parce qu'il l'a fait tellement bien lui-même, surtout le nouveau, que je ne pense pas qu'on puisse lui donner des conseils, tellement c'est un professionnel de la communication, et par bonheur, parce que je pense qu'il est en train... Sauf que je crois qu'il est plus sectaire. Et je crois qu'il a la forme, mais il n'a pas compris dans le fond qu'à un moment donné, si on veut que les religions perdurent, il faut qu'elles suivent un peu. Alors oui, il faut garder les dogmes. Oui, on ne peut pas tout bousculer. Mais tant qu'on n'aura pas le mariage des prêtres et tant qu'on n'aura pas la capote autorisée, je comprends que les jeunes, même s'il y a beaucoup de jeunes dans les églises aujourd'hui. J'étais encore à une messe il y a quelques jours et j'ai vu beaucoup de jeunes. Ça m'a incroyablement bien surpris. Je pense qu'on les dégoûte en ne prenant pas les mesures qui sont les mesures d'aujourd'hui. Comment on peut accepter qu'il y ait tant de sidaïques en Afrique et d'être contre le préservatif? Comment c'est possible quand on n'est pas? C'est combien de milliers de morts sur la conscience? Bon, tout ça au nom de la religion. Je n'ai pas parlé de religion parce que les Français sont désespérés. C'est vrai d'ailleurs de beaucoup de peuples, parce que la crise, elle est permanente. Il y a toujours la crise quelque part. La crise, elle était en Amérique, un peu avant chez nous. Elle va arriver un jour, elle a failli arriver en Chine. Elle y arrivera un jour. Elle court comme ça autour du monde et après, les trains s'accrochent. Plus il y a crise, plus les gens doutent et plus ils cherchent des dieux différents. Moi, la campagne de Dieu que je voudrais faire une campagne en disant nous avons tous le même Dieu. Mais on lui donne des noms différents. Mais on a des pratiques différentes.
qui ne sont pas tellement éloignées les unes des autres. Mais on a quand même des valeurs qui se retrouvent. Dieu est amour dans toutes les religions du monde. Après, il y a des déviations de certaines religions, mais c'est des déviations. Parce que l'islam, c'est un Dieu d'amour, autant que le nôtre. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on s'oppose. Donc, sans arriver à un œcuménisme qui est impossible, à cause des racines, à cause de tout ce qui charpente notre vie et de toutes nos structures, je pense que les religions influent peu sur le monde d'aujourd'hui. Parce que les religions sont tellement différentes dans le monde que chacun a la sienne et ne va pas la partager. Par contre, je pense que lorsque François Mitterrand, qui n'est pas François Hollande, il ne faut pas se tromper de François, hein, François Mitterrand, que j'aimerais jusqu'à la dernière goutte de mon sang, disait qu'il croyait aux forces de l'esprit. Lui, que l'on prenait pour un athée, c'était un pur croyant. Alors, on peut l'appeler comme on veut. Force de l'esprit, c'est un assez joli mot, d'ailleurs, pour un dieu. Bon. Et c'est ce dieu-là qu'il faudra arriver à mettre au-dessus des autres et à dire, mais finalement, partageons tous les valeurs du monde. Mon grand-père était le 4e citoyen du monde. Les citoyens du monde ont été créés quand il avait 20 ans. Et il a eu la carte numéro 4. Je venais, quand il venait me voir, il me montrait sa carte numéro 4, citoyen du monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire, citoyen du monde? Bon. C'est peut-être ce qui m'a donné le goût de faire le tour du monde et qui a complètement changé ma vie. Parce que moi, j'ai changé ma vie quand je suis parti à 20 ans, faire le premier tour du monde d'une voiture française en 2 chevaux. J'ai passé 2 ans dans ma 2 chevaux autour du monde, à pousser la voiture, à découvrir le monde, à découvrir la mondialisation, à découvrir que l'important c'était l'autre et que la mondialisation, le monde se touchait. Que donc évidemment, la mondialisation serait demain. Quand je suis venu, dès qu'on a créé notre agence enfant, le lendemain, je suis allé en créer une aux États-Unis, parce que tout ça, c'est à côté. On peut pas se diviser. Donc, c'est pour ça que je ne pense pas que les religions, à part les extrémismes, puissent sauver le monde. Et je pense que nous allons vers un monde de démocratie. On a quand même tout essayé. Rien n'a marché. Et la consommation est le vecteur de la démocratie, et la publicité, qu'on le veuille ou pas, est le sponsor de la démocratie. Quand je dis ça, tout le monde gueule, mais c'est elle qui paye les médias, parce que 100% des télévisions, 70% des journaux, 100% des radios, sauf que ce sont des radios d'État, sont payés par la publicité. Donc c'est la publicité qui paye le pluralisme. Et pour la publicité, peu importe qu'un média soit de droite, de gauche, du centre, la publicité ne fait pas de politique, elle est au-dessus de la politique. Donc je pense que tout pays, moi j'ai fait toutes les campagnes qui ont vu se libérer l'Est. C'était formidable, je les faisais gratuitement d'ailleurs, j'allais passer un mois là-bas, je donnais des algécos avec eux, etc. J'ai fait la Pologne, j'ai fait la Bulgarie, j'ai fait la Roumanie, j'ai fait la Tchéquie, enfin à l'époque c'était la Tchécoslovaquie. J'ai vu tous ces pays se libérer. Ma plus belle campagne, je l'ai faite contre Pinochet. Il a fallu reprendre à 2 fois, et puis finalement, à la demande de Mitterrand, j'étais allé aider Ricardo Lagos, et il a sorti Pinochet à tout jamais du jeu de la politique chilienne. Je pense que la démocratie gagnera le monde, et que même la Chine y arrivera plus tard, mais qu'elle est déjà dans un régime démocratique de business, qui est le plus important, parce que c'est lui qui peu à peu va condamner les Chinois à la liberté. Parce que quand on a goûté à la consommation, quand on a goûté aux médias libres, commence à devenir libre, on ne peut que finir en démocratie. À un moment donné où les dictatures deviennent impossibles à tenir, c'est ce qui se passe. C'est nous qui nous occupons de la campagne en Ukraine. Évidemment, la campagne qui veut libérer l'Ukraine. Je pense qu'ils vont y arriver. Et c'est ça qu'il faut espérer. Parce que finalement, la plus belle religion du monde, c'est la démocratie. On terminera là-dessus. Non, on termine là-dessus. J'ai encore le micro, si vous permettez, une question courte, mais justement pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Quelle serait votre réaction si en 2017, Marine Le Pen vient vous demander de faire sa campagne? Elle m'a déjà demandé. La réponse a été claire.
faire très attention, je réponds simplement en 2 minutes, faire très attention quand on touche à la publicité politique. On ne vend pas des lessives, on ne vend pas des bouteilles d'eau. On vend l'avenir de nos enfants et des enfants de nos enfants. Et encore pire, on peut aller dans un pays qu'on ne connaît pas, et donc on engage l'avenir d'un pays qu'on ne connaît pas. Donc il faut avoir 3 règles absolues. Être sûr que l'on se bat pour une démocratie, être sûr que c'est dans l'honnêteté, et être sûr que le candidat pour lequel on fait la campagne veut faire évoluer son pays vers les vraies valeurs que l'on partage. Et moi, je n'ai jamais été pris en défaut en 20 campagnes présidentielles à travers le monde. Alors, j'ai des propositions de tous les côtés. Kadhafi m'a envoyé son ambassadeur pour me proposer $1 million pendant 10 ans, payé en Suisse, donc c'est double faute. Hein. Payé en Suisse, je me vois qu'avec Cahuzac, si j'avais accepté, bon, pour faire son image. Et il y a un publicitaire qui a accepté. Bon. Je me souviens de Kurt Waldheim qui m'avait demandé, à l'époque, j'avais fait des campagnes de la Hongrie, les 2 campagnes de la Hongrie, de l'homme de gauche, et Kurt Waldheim, qui était le président, qui a quand même flirté avec les nazis, m'avait demandé de faire sa campagne, j'ai refusé. Bébé Doc m'avait demandé. Il faut toujours refuser les campagnes de dictateurs ou de gens qui sont susceptibles d'entrer en dictature. Alors pour Marine Le Pen, il n'en est pas question. Je pense qu'elle ne sera jamais d'ailleurs présidente parce qu'il y aura un sursaut. Oui, aujourd'hui, les sondages hier sont terribles. 40% des Français partagent les idées du Front National. Mais ce n'est pas vrai. C'est un vote de rejet. Alors, il y a, dans ces 40%, il y a 20% de pur et dur, mais après tout, je comprends qu'il y a des Français qui y croient. Là, en démocratie, on est obligé un peu de respecter les choses. On n'est pas obligé de les mettre au pouvoir. Il faut se mobiliser pour ça. Il faut quand même accepter que les gens, quand c'est un parti reconnu, accepter qu'il y ait des gens qui adhèrent à ce parti-là. Et les combattre, non pas à coup de poing, mais les combattre à coup d'idées, à coup d'exemple, en faisant passer les messages. Et les messages finiront par passer. Parce qu'il y a 25% de sa clientèle qui est pure et dure, il y a 25% de sa clientèle qui est hésitante, et il y a 50% qui sont clientèle de rejet, qui votent là parce qu'ils n'en peuvent plus des politiques. Tous pareils, parce que à 79%, les Français pensent que la droite ne ferait pas mieux que la gauche. Et à la fois, ils sont à 90% contre Hollande. Donc on ne sait plus où on va. Je pense qu'elle va devenir le premier parti pour les européennes, mais parce que ce sont les européennes, et parce que les Français, parce que l'Europe a mal fait son boulot. L'Europe s'est vendue par l'euro, par le pognon. Il fallait se vendre, comme la campagne dont je parlais, il fallait se vendre sur justement l'European Dream. Il fallait se vendre sur un rêve. Dire le rêve américain est en train de mourir, c'est à l'Europe de reprendre ce rêve. Il fallait prendre sur des valeurs partagées, communes, et pas du tout sur le pognon et sur l'administration. Et je pense qu'aussi ça peut changer, parce que l'Europe va prendre une telle gifle qu'elle sera obligée d'arriver à une véritable Europe et d'avoir un jour un président digne de ce nom, d'avoir un ministre de la culture en commun, même si après chaque pays de la France de la culture, un ministre de la défense. Enfin, on a un continent qui n'est pas foutu de faire la guerre. C'est la France qui doit envoyer 1000 soldats en Afrique pour remettre de l'ordre en Centrafrique. Taper la tête contre les murs quand même. Qu'est-ce que c'est que ce pays qui se dit le premier État du monde, l'Europe, et qui n'a même pas une armée? Bon, il faut avoir une armée commune, quitte à ce qu'elle reste dans les différents pays, mais qu'elle puisse se mobiliser ensemble à tout moment. Et il faut avoir une finance commune, sinon on ne peut pas y arriver. Bon. Merci Jacques. Mais je crois que je ne vais pas y arriver. Je voulais dire merci pour ce message d'optimisme. On se retrouvera au mois de janvier pour parler du cerveau. Oui, il y a des dédicaces au rez-de-chaussée et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Alors, si vous voulez mon livre, je vous le signe.